Bonsoir à vous toutes et à tous. Vous regardez Angle Mort sur Salam TV. Nous sommes donc le jeudi 1er septembre 2022. Nous allons parler aujourd'hui de plusieurs sujets économiques, essentiellement économiques, mais aussi politiques et géostratégiques. Je vais débattre donc avec mes invités, Yassine Malzougui, qui est avec moi au plateau. Bonsoir Yassine Malzougui. Bonsoir. Merci d'être là. Et avec moi de Toulouse, de France, Tarek Hafid. Bonsoir Tarek. Bonsoir. Comment va Toulouse? Il fait chaud? Il fait chaud. Il fait chaud. On sent l'effet du réchauffement climatique. Mais je crois que ici en France, on pense surtout au froid qui va bientôt arriver. Ouais, et avec les conséquences. Bientôt. Merci. Et vous aurez besoin, puisque le froid va arriver à Toulouse et dans toute la France et dans toute l'Europe, vous aurez besoin de beaucoup de gaz, ce qui peut-être sera un problème, Yassine Merzougui, pour cet été. Si Tarek Hafid reste en Europe, il risque vraiment de sentir un froid. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste des rumeurs, Bon, comme l'a dit Macron la dernière fois, la France dépend à 17% du gaz russe. Oui. Donc, mais consomme beaucoup d'électricité. Maintenant, il y a une pénurie de gaz et une pénurie d'électricité. Il ne faut pas oublier que l'armée russe contrôle maintenant la centrale électrique de Zaporizhia. C'est en Ukraine. Et donc, cette centrale dispose de 6 réacteurs nucléaires et une bonne partie alimentait l'Europe. Et je ne pense pas que les Russes vont continuer à alimenter l'Europe à partir de cette centrale électrique de Zaporizhia. C'est pour ça que l'Europe est paniquée. Il y a de quoi. Tarek Hafid, si vous restez à Toulouse, vous aurez vraiment très froid probablement cet hiver, du fait du manque du gaz peut-être. Certainement. Alors, en France, par exemple, les gens ne se chauffent pas uniquement au gaz. Donc, il y a plusieurs énergies. Il y a le gaz, il y a le fioul. Il y a même le bois, par exemple, des granulés de bois qui servent au chauffage. Et ce qu'on constate ici, je suis là depuis quelques jours, puis je ne vais pas rester, je vais passer l'hiver à Alger, je suis là pour quelques jours, c'est que les gens commencent à prendre conscience de la nécessité, pas de la nécessité, mais plutôt de la menace. Suite à certaines décisions prises par le gouvernement français et aussi par l'Europe en général, et des décisions qui ont été prises dans le cadre de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les conséquences, les gens savent que plutôt l'hiver sera très difficile, sera rude, et ils essaient de se préparer. Pour l'instant, on ne le ressent pas parce qu'il fait très chaud. J'étais à Marseille aujourd'hui, à Toulouse. Il fait la même température qu'à Alger. Les gens, peut-être, vont réellement commencer à prendre conscience d'ici quelques semaines, quand il commencera vraiment à faire froid. Et on connaît le froid de l'Europe qui est très rude et très dur. Yassine Malzougui, il y a le journal de dimanche qui pose cette question. Est-ce qu'on peut répondre? Le gaz algérien peut-il permettre d'éviter les pénuries en France cet hiver? C'est le journal de dimanche qui s'interroge. Bon, d'abord, on doit parler des prix. On est au début du mois de septembre. Les prix de l'électricité ont grimpé à des niveaux historiques. Maintenant, l'électricité est payée 6 fois son prix de septembre passé. Dans le marché mondial? Non, je parle de l'Europe. D'accord. Et ce journal de dimanche, là, qui est proche de la franc-maçonnerie, pourquoi spécialement la France?
Puisqu'Emmanuel Macron est venu à Alger, donc. Et il y a eu le président italien qui l'a précédé aussi. Sanchez, on va en parler tout à l'heure. Donc, où est-ce qu'elle est partie cette Europe unie, les 27 يتحاموا غير على كاش بلاد درك ولات الغاز. On l'a dit à plusieurs reprises. Aucun fournisseur au monde ne peut remplacer le gaz russe. On parle de 150 milliards de mètres cubes. Donc, personne ne peut sauver l'Europe. Et c'est l'Europe qui doit se sauver elle-même en trouvant des compromis avec la Russie. C'est tout. C'est la seule solution qui puisse exister. Donc, le gaz algérien ne peut constituer aucun fournisseur au monde ne peut remplacer le gaz russe. Sur les 150 milliards qui manquent sur le marché européen, il y a seulement 13 milliards de gaz de schiste américain qui débarquent en Europe. Donc ce n'est même pas, c'est 9% pratiquement. Donc personne ne peut remplacer le gaz russe. Cela n'a pas empêché le président français Emmanuel Macron de mettre sur la table la question du gaz algérien. C'est évident, c'est-à-dire que quand le plus grand fournisseur se retire, on va essayer de trouver d'autres fournisseurs, essayer de remplacer le plus gros par plusieurs. Et celui qui est le plus proche et qui dispose des quantités et aussi des moyens de transport, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir les quantités, mais il faut avoir aussi les moyens de transport. Donc les gazoducs, automatiquement on pense à l'Algérie. Sauf que, comme l'a expliqué Yassine, nous n'avons ni les capacités de production suffisantes, en tout cas suffisantes pour le marché. Parce que là maintenant, il ne faut pas réfléchir uniquement au marché français, mais il faut réfléchir au marché européen, c'est-à-dire ce gaz qui va partir à destination de la France, il ne peut pas aller directement de l'Algérie vers la France, il va passer soit par l'Espagne, soit par l'Italie, soit à travers des bateaux, donc quand c'est du GNL. Et effectivement, l'Algérie, même si elle voudrait, elle n'a pas les capacités de remplacer ce géant russe, mais elle a cette capacité de venir, de mettre sur le marché des quantités d'appoint. Est-ce que ça va suffire? Sincèrement, c'est certain que ça ne suffira pas. Parce que il y a les priorités, la priorité c'est l'Italie. Ensuite, il y a des contrats avec l'Espagne. Et après, il y a un pays comme la France. Donc c'est vraiment une situation qui est très complexe. Il y a aussi le Nord Stream qui ferme complètement les vannes, et il y a Gazprom qui suspend aujourd'hui, donc jeudi, ses livraisons à Engie, à la France complètement. Donc ça déborde, Yassine Mazzougui, de partout. Oui, maintenant, ce matin, la Russie a fermé Nord Stream 1 pour des raisons techniques. Et donc, les prix du gaz ont flambé sur le marché mondial. Maintenant, ils sont sur des niveaux historiques qu'on n'a pas atteints depuis 2002. D'accord. Donc, c'est un souci de plus, notamment pour l'Europe. Parce que cette guerre en Ukraine, tout le monde en a profité. Tout le monde. Les Russes, les Américains, l'Arabie Saoudite, tout le monde en a profité. La victime, le dindon de la farce, c'est effectivement l'Europe. Oui. Et elle ne s'attendait pas, franchement. Elle ne s'attendait pas à ce oui, parce que bouleversement. maintenant quand il y a Biden qui essaye de faire pression sur l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier que 50% de la société Aramco est détenue par des investisseurs américains. Et ces investisseurs n'aiment pas Biden. Donc il n'y a pas de quoi... Aramco, c'est Sonatrach de l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, à 50%... Certainement une des plus grandes compagnies au monde. Oui. Elle est capitalisée à 1200 milliards de dollars. Et ces capitaux sont détenus par des gens,
des citoyens américains, des investisseurs américains qui n'aiment pas Biden. Oui. Donc, ils ne vont pas lui faire plaisir et l'aider à gagner l'élection à mi-mandat de novembre prochain. Donc, Oui. ils vont tout faire pour faire échouer la politique de Biden et faire revenir les républicains à la Chambre des représentants. D'accord. Et si on parle des États-Unis, donc on parle du dollar Tariq Hafid, et il a enregistré son plus haut niveau depuis 2001, Yassine Marzouki. Oui, tout à l'heure, vers 14h30 comme ça, et le dollar a atteint des niveaux historiques. C'est le plus haut depuis 2001. C'est-à-dire que 2001, il a enregistré cette hausse. C'était en novembre 2001. C'était 2 mois après les attentats de septembre, du 11 septembre. Et là, il y a eu un départ massif des investisseurs étrangers qui avaient peur pour leur argent parce que ça a été touché à Wall Street et tout. Donc le gouvernement américain a donné des avantages qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Et c'est ce qui a incité les investisseurs à retourner aux États-Unis. Et maintenant, c'est le cas aussi. Est-ce que c'est bénéfique, Tariq Hafid, pour nous, surtout pour l'Algérie, la flambée du dollar, donc une plus hausse depuis 2001? L'essentiel de nos ventes d'hydrocarbures se font en dollars, donc c'est intéressant. Par contre, je voulais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, que les Européens n'ont rien vu venir. Je suis désolé. Les Européens savaient que des coupures de gaz de la part des Russes allaient être un désastre pour eux. Simplement, ils sont rentrés dans ce jeu des sanctions à répétition contre les Russes et ça s'est retourné contre eux. Ils ont pris un train de sanctions, je ne sais pas, il y a des dizaines de sanctions qui ont été prises par les Occidentaux contre les Russes. Les Russes en ont pris une seule, c'est le gaz, et voilà le résultat. Donc pour revenir au dollar, pour nous, puisque l'essentiel de nos exportations se font en dollars, donc peut-être c'est bénéfique pour nous. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut quand même rester assez réaliste, c'est-à-dire que l'Algérie aurait pu faire des bénéfices encore beaucoup plus importants si déjà à la base, ces dernières années, il y avait eu de nouvelles découvertes, si on avait eu déjà il y a 2 ou 3 ans la loi sur les hydrocarbures qui a été adoptée était réellement était réellement opérationnelle, on aurait pu avoir de bons partenariats, avoir plus de quantités à mettre sur le marché, c'est-à-dire ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais déjà ce qui se passe est quand même assez exceptionnel. On peut rater le coche encore une fois, Yassine Marzouki? Non, une occasion, on n'a pas raté le coche. Hafid Tariq, il a parlé de découverte, c'est-à-dire qu'au moment de la découverte jusqu'à l'extraction de la première molécule de gaz, il se passe généralement 10 ans. Sur les dernières années, il y a eu la baisse drastique de 2014 qui a réduit un peu les capacités d'exploration. Par la suite, il y a eu le Covid où les effectifs de forage et de prospection ont été pratiquement réduits à moitié. Et c'est maintenant que la reprise de l'activité est à 100%. Mais ceci n'empêche que nous avons profité de cette situation. C'est une aubaine pour l'Algérie, pour tous les producteurs de matières hydrocarbures. Donc tout le monde a profité et l'Algérie fait partie de ce lot. Les grands perdants, c'est bien sûr l'Europe. Et puis ces sanctions-là,
il y a eu Obama. Il y avait un conseiller d'Obama qui était chargé du suivi des sanctions. Il a rédigé un bouquin où il parlait des sanctions contre la Russie. Il a évoqué toutes les sanctions qu'on voit maintenant. Donc depuis 2014, les Russes se sont bien préparés. Ils savaient exactement ce que contenaient ces paquets de sanctions. Et donc ils se sont préparés. Ils ont utilisé l'arme du gaz. Voilà. Ça a eu l'effet contraire, transition toute faite Tarek Hafez sur toujours dans le gaz. Et l'Espagne, donc il y a Sanchez qui fait volte-face carrément et qui souhaite visiter l'Algérie et parler des problèmes, des soucis qui entre Alger et Madrid, Tarek Hafez. Alors, je pense que Sanchez est un grand naïf parce que ce n'est pas parce qu'il va venir ici à Alger qu'il va être reçu. Qui va aller à Disco Maghreb que les problèmes vont se régler entre l'Algérie et l'Espagne. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. Le problème avec l'Espagne doit être réglé par les Espagnols. Le problème entre l'Algérie et l'Espagne, ce n'est pas un problème algéro-espagnol, c'est un problème hispano-ibérique. Donc les hémiphiliens ont déjà binatom pour après ensuite aller vers on va dire, vraiment une réconciliation parce que l'Espagne avait quand même une place exceptionnelle sur le plan de relations internationales avec l'Algérie. Et il a suffi d'une lettre adressée au roi du Maroc qui a été rendue publique alors qu'il ne devait pas le faire, c'était pas ça le deal, par le roi du Maroc pour tout remettre en cause. Donc c'est un problème bilatéral. Quand ils le régleront, je pense qu'à ce moment-là, et quand ils le régleront, les Algériens l'ont dit, c'est le départ de Sanchez, c'est-à-dire à mon avis, c'est même pas la peine qu'il fasse les yeux doux, qu'il essaie de... Je pense que ça ne marchera pas, en tout cas avec les Algériens. Ouais, est-ce que l'approvisionnement, justement, Yassine Merzouki, du gaz algérien est menacé vers l'Espagne? Est-ce que l'Algérie peut y aller à ce stade-là? Dans un contrat de fourniture de gaz, il y a toujours les quantités plafond et les quantités plancher. Donc l'Algérie, par exemple, disons que le plancher c'est 1 milliard de mètres cubes. On va faire en sorte qu'on livre seulement 1 milliard de mètres cubes. On respecte le contrat. Oui, mais au minimum. Oui. Par contre, aux Italiens, l'Algérie a promis d'augmenter encore le flux. Oui. Et puis, il va y avoir aussi un troisième gazoduc qui va aller de l'Algérie, enfin, partir du Nigeria en passant par le Niger et l'Algérie pour alimenter l'Italie. Donc, c'est un partenariat stratégique avec les Italiens. On ne va pas négocier des trucs de mercantile. Donc, c'est un partenariat stratégique. L'Algérie, comme l'Italie, chaque partenaire essaye de développer le maximum de business entre les deux pays. Oui, mais par contre, les Espagnols, quelque part, ils craignent que l'Algérie ne respecte pas ce contrat, Tarek Hafez. Je pense que ce qui fait la crédibilité d'une entreprise comme la Sonatrach, c'est qu'elle respecte ses contrats. Il est important de rappeler ce qui s'est passé il y a une année quand l'Algérie a refusé de renouveler le contrat de ce gazoduc qui passe par le Maroc. C'est que la Sonatrach a continué quand même à livrer du gaz butane parce que le contrat au Maroc, parce que le contrat était encore courant encore durant quelques mois. Donc sur ce plan-là, je ne pense pas qu'il y ait un souci avec l'Espagne sur ce plan-là. Après, l'Algérie est libre en tout cas la Sonatrach, d'imposer des conditions, que ce soit des conditions financières, peut-être sur les quantités, etc.
Mais en tout cas, maintenant, ils sont en train de comprendre que la situation est devenue très complexe pour eux. Oui, mais c'est un clin d'œil quand même sérieux. Non, non, non. Si c'est le Premier Il ministre, il faut rester réaliste. lucide Oui. sur cette Oui, mais question. c'est pas juste réaliste. C'est-à-dire que il est en train de démontrer que lui-même n'est pas sérieux. Oui, mais C'est ça. Macron Et aussi pas sérieux était en vis-à-vis conflit des avec Algériens. Alger et il est venu et il est Non, reçu. c'est pas la même chose. Non, c'est absolument rien du tout. C'est absolument rien à voir. C'est pas du tout la même chose. D'accord. Ce qui s'est passé avec Macron, ce qui se passe entre l'Algérie et la France depuis des années, ça a toujours été des relations en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Maintenant, on est dans une phase ascendante, donc c'est très bien. Dans quelques mois, les choses peuvent changer, mais là, ce qui s'est passé entre l'Espagne dans le dossier du Sahara occidental touche effectivement la question du Sahara occidental, mais c'est aussi une question de sécurité nationale pour l'Algérie. Oui. Et le clin d'œil donc ne suffit pas, Yassine Mazouli. Non, d'abord, il y a un problème moral. Quand l'Algérie coupe carrément les fournitures de gaz, c'est une sanction contre le peuple espagnol. Nous n'avons pas de Tout à fait. problème avec le peuple Tout à fait. espagnol. Donc, s'il y a réduction de quantité, à ce moment-là, ce sont les entreprises espagnoles qui vont être privées de gaz. C'est simple. Mais les populations ne vont pas être touchées par le manque de gaz. Donc, ces entreprises-là vont exercer des pressions énormes sur le gouvernement de Sanchez pour le forcer à se mettre à genoux devant le président Tebboune. C'est tout. Se mettre à genoux, carrément, c'est une question existentielle alors, Tarek Hafir. Non, mais là, déjà, par sa déclaration, il a déjà mis un genou à terre, Sanchez. Hein. Et ce que dit Yassine Mazougui est très, très important. Un pays comme l'Espagne, son économie, c'est-à-dire toutes les PME, toute l'industrie, est indexée sur le prix de l'énergie. Et cette énergie, c'est avant tout le gaz algérien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a permis à l'Espagne de devenir, ou alors à l'Italie de devenir un très grand atelier pour l'Europe, pour la fabrication de diverses pièces, etc. C'est parce que ce sont des pays qui bénéficient d'une énergie à un prix stable et à un prix, c'est-à-dire étudié. Et c'est ce qui a permis à ces entreprises espagnoles et italiennes de remporter des marchés et de pouvoir, c'est-à-dire, j'allais dire, localiser, ou je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, une partie des grands groupes européens sur leur territoire. Et donc de créer de l'emploi, donc de créer de la richesse, du développement, de la croissance, etc., etc. Le fait de toucher au gaz, ça massacre absolument tout le système. Ça bouleverse. C'est ça maintenant la situation. situation. Juste, je dois rajouter Très rapidement. un détail, c'est que par rapport à l'année passée, où on fournissait 50% du gaz espagnol, maintenant on est descendu à 24% seulement. D'accord. Voilà. Donc, on fait une transition donc directe puisque le problème avec l'Espagne est principalement le Maroc, le soutien de Pedro Sanchez au Maroc. Et il y a donc le Maroc toujours. Le problème est la crise diplomatique avec la Tunisie. Donc, entre le Maroc et la Tunisie, c'est pas le beau jour, Tarek Hafir. Il y a une crise majeure entre les deux pays. Le président tunisien a reçu le président sahraoui. Ce qui a déclenché une crise diplomatique avec le royaume chérifien. Bon, on perd Tarek Hafir, on revient vers vous, Yassine Mazougui. Donc, la crise entre la Tunisie et le Maroc, de plus en plus flambe apparemment. Non, je pense que c'est le vide qui s'est créé chez les Marocains. Ils sont isolés, n'ont plus beaucoup d'alliés. Maintenant, même Sanchez, en parlant de son vœu de se déplacer à Alger, c'est déjà un volte-face qui est considéré.
Donc les Tunisiens ont reçu le président Brahim Ghali, comme ils reçoivent tous les gens de l'Afrique. Et puis le Maroc est membre de l'Union africaine. Pourquoi ils acceptent de siéger avec les Sahraouis au sein de l'Union africaine et obligent la Tunisie à écarter les Sahraouis? Je ne comprends pas ça. Les Tunisiens Maghaltouche, ils ont rassemblé tous les leaders africains avec la délégation japonaise. C'est un truc qui arrive tous les jours. Ouais. Donc, de plus en plus isolé, le Maroc. oui. Surtout la faiblesse de la position française. Biden a effacé A fait volte-face, oui. toutes les décisions prises par Trump. Maintenant, ils n'ont plus aucun allié, mis à part l'État hébreu. Merci Yassine Marzouki, merci Tarek Hafed que nous avons perdu. On reprendra dans un petit moment dans la deuxième partie pour parler du contrat de Cosider en Tunisie, mais aussi de la rentrée sociale et politique. Restez avec nous.